Bienvenue à vous tous à ce plateau spécial consacré à la crise au Niger et aussi à l'avènement du monde multipolaire. Vous le savez, le conflit en Ukraine, le conflit russo-ukrainien a exacerbé le rapport de force entre les puissances mondiales d'un côté et de l'autre côté, le BRICS, cet acronyme qui désigne les 5 pays développés ou émergents à le vent en poupe avec plusieurs demandes, notamment parmi lesquelles les pays africains. Quelle doit être justement la posture ou la position de la RDC face à tous ces enjeux mondiaux qui sont nouveaux? On en parle dans ce numéro avec 3 invités, mais pour l'heure, 2 sont déjà là. Le 3e va nous rejoindre. Je commence par vous, Aimé Boukassa. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 à participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes analyste politique, mais très intéressé par les questions de géopolitique nationale, mondiale également. Merci infiniment, en tout cas, une nouvelle fois. Alors, en face de vous, pour l'heure, Ben Bryant Mbouyi, libre penseur. Merci à vous également d'être là, Ben. Merci Gaëtan, merci de l'invitation. Alors, on est habitué à vous voir aussi sur le plateau de Télé 50. Tout comme Monsieur Aimé Boukassa aussi. Mais pour ce numéro spécialement, on va parler de cette crise qui concerne le monde. C'est pas encore une crise mondiale, mais très prochainement, elle va concerner le monde entier. Je retourne vers vous, Aimé Boukassa. La crise au Niger, est-ce un autre signe qui montre clairement que l'Occident est en train de s'effondrer ou de s'affaiblir en Afrique? Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier le gouvernement congolais du geste panafricain qu'ils ont commis, qu'ils ont manifesté à l'égard de la délégation sportive et culturelle nigérienne qui était ici dans le cadre de Jeux de la francophonie. Ils sont arrivés et chez eux, il y a eu ce qui s'est passé. C'était pas une bonne chose qu'ils puissent retourner d'emblée dans leur pays après les Jeux. Et le gouvernement congolais a montré, pendant longtemps a montré un geste du panafricanisme parce qu'ils sont nos frères. Donc on les a gardés pendant un moment ici et je pense qu'ils sont retournés avant-hier et ils sont très très heureux. J'ai vu des vidéos où ils remerciaient le peuple congolais et le gouvernement congolais par rapport à ces gestes-là, donc c'est très très bien. Alors maintenant pour revenir au vif du sujet par rapport à la situation qui se passe là-bas au Niger, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé déjà depuis un temps que la jeunesse africaine, panafricaine est en train de monter au créneau pour se plaindre de la politique extérieure française en Afrique, mais les autorités françaises, je pense qu'ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Ils ne voient pas les choses comme nous le voyons, parce que nous sommes les concernés. C'est nous, la jeunesse africaine, nous sommes concernés. Et eux, ils sont dans leur droit de vouloir maintenir la France-Afrique à leur manière, de vouloir imposer les intérêts français de manière continuelle sur le continent africain, continent francophone africain, aux grandes dames au mépris de ce que les Africains pensent. Mais, les intérêts des pays. Bien sûr, mais ce qu'ils oublient, c'est que à l'époque de la colonisation, de l'esclavage, ils avaient affaire à nos aïeux, à l'époque à nos arrière-grands-parents. À l'époque de la colonisation, ils avaient affaire à nos grands-parents. Et non, à l'époque de l'esclavage. Et après, à l'époque de la colonisation, ils avaient affaire à nos parents. Et aujourd'hui, ils ont affaire à nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire cette jeunesse africaine, cette population africaine intellectuelle, évoluée, qui a fréquenté les mêmes institutions qu'eux, qui est complètement décomplexée et qui aujourd'hui se bat pour l'émergence du continent africain. Cette jeunesse africaine qui se bat pour l'affranchissement total de l'Afrique vis-à-vis de cet impérialisme occidental sur le continent. Et donc aujourd'hui, ils ont intérêt à comprendre que l'heure est arrivée où ils doivent s'asseoir avec l'Afrique, pas dans des manières paternalistiques comme ils ont toujours eu à le faire,
mais ils doivent maintenant s'asseoir. Emmanuel Macron a invité les chefs d'État africains lors d'un récent, j'appellerais cela un sommet où il a montré publiquement la nouvelle politique française vis-à-vis de l'Afrique. Oui. Mais vous savez, c'est une chose de dire nous voulons changer de choses, mais ça n'est autre chose, la pratique. Nous voulons voir ça dans la pratique. Et dans la pratique, la politique française en Afrique, c'est pas à eux de venir encore nous dire ce que nous devons faire. Nous devons nous asseoir et discuter, défendre nos intérêts. Et si on n'est pas d'accord, Alors, cet éveil de conscience panafricaine, comme vous voulez, doit forcément passer par des putschs militaires où on renverse des présidents démocratiquement élus pour certains pays. Non, pas forcément, pas forcément. Vous savez, on parle beaucoup plus de putsch militaires, mais les putschs, il y a beaucoup de putschs institutionnels qui se font, qui s'opèrent en Afrique, et surtout en Afrique francophone. Vous remarquerez que ces putschs-là, tout ce désordre-là, c'est beaucoup plus dans les pays francophones, encore que la France. C'est beaucoup plus dans des pays francophones. Il y a des putschs institutionnels qui se font, des changements de présidents qui sont là pendant des années, des décennies, qui changent des constitutions au fil du temps pour rester toujours au pouvoir. Ce sont des coups d'État, ça aussi. Et on devrait aussi en parler. Alors, il ne faut pas... Écoutez, lorsque vous maintenez un peuple dans un coin, et vous l'asphyxiez là-bas, et un jour, ce peuple-là va se réveiller. Tu peux m'opprimer aujourd'hui, demain et après-demain, mais il arrivera un jour où je vais me soulever et je vais chercher à m'affranchir. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique francophone. On n'encourage pas le coup d'État, mais on comprend pourquoi est-ce que dans certains pays, la population arrive à soutenir ces événements-là des coups d'État. Alors, Ben Bayant-Bouyi, pourquoi c'est seulement dans les pays francophones où l'on assiste à des coups d'État militaires ou des putschs? Mais je pense que la question, elle a été un peu répondue en partie par M. Aimé tout à l'heure. C'est que la politique étrangère de la France est un peu ambiguë quelque part. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous vendre l'illusion de soutenir la population ou les populations, mais en réalité, c'est leurs intérêts qui comptent et simplement leurs intérêts. Je pense que l'Afrique francophone a la malchance, vraiment a la malchance d'avoir été proche de la France ou même sous tutelle internationale de la France. Parce que rendez-vous bien compte qu'un pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons pas été colonisés par la France, mais lorsqu'il y a par exemple de propositions, comment on appelle, de déclarations du Conseil de sécurité sur le Congo, c'est généralement la France qui propose. Et même la Belgique, notre métropole entre guillemets, n'est pas trop dans il ne s'y mêle pas trop. Il ne se mêle pas trop de la politique au fait de oui, notre pays. Pas. Et donc, il faut considérer que la France, avec sa politique étrangère, la France-Afrique, comme on va l'appeler comme ça de manière globale, elle a commencé comme ça à imposer un rythme, lequel rythme s'est résumé à une seule chose, c'est l'intérêt de la France d'abord. D'abord, l'intérêt de la France, et l'intérêt de la France passé avant tout, avant la démocratie, avant le droit de l'homme, avant le minerai, avant le pétrole, tout ce que vous voulez, c'était d'abord les intérêts de la France. Et tout celui qui était apte à coopérer avec la France, il avait carte blanche du côté de la France et donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'est le cas de Omar Bongo par exemple, c'est le cas de clan Bongo. Le clan, voilà, il faut parler du clan. C'est le cas du Camerounais Biya, c'est le cas de Kadhafi à un moment. Voilà, c'est-à-dire que ça se passe comme ça. Et du coup, on peut mentir à une partie de la population pendant tout le temps. On peut mentir à tout le monde pendant un moment, mais on ne peut pas mentir à tout le monde pendant tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens finissent par prendre conscience, au bout d'un moment, la population finit par se soulever, mais malheureusement, vous savez, on n'accepte pas de vivre à genoux tout le temps et on se soulève au bout d'un moment et ça peut arriver qu'on se soulève même contre la démocratie telle que nous enseignée par les Occidentaux. Et donc c'est pour ça que l'Afrique francophone se révolte, mais avec ce coup d'État, parce que c'est probablement le seul moyen que nous avons, je vais dire nous avons de manière générale, je parle de l'Afrique francophone, c'est un peu le moyen qui est à notre disposition, parce que autrement nous aurons voulu avoir des élections qui
et qui mettent à la tête de l'État, qui mettent au poste de responsabilité des personnes réellement élues, des personnes qui y ont l'intérêt du peuple à cœur. Et on serait bien, nous, heureux de vivre comme ça, avec une démocratie qui marche, mais on se rend bien compte que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, on se retourne un peu sur ce que nous avons à la main, ce que nous avons sur la main, c'est-à-dire soutenir le putschiste quelquefois, et c'est pour s'affranchir. Est-ce que le coup d'État ou le renversement de la situation politique au Niger, c'est un soulèvement contre la France ou une reprise de la situation par un général qu'on voulait mettre de côté? Je pense en fait que c'est un engrenage. Je pense que c'est un engrenage. Je pense que c'est une suite logique de ce qui se passe au Burkina Faso, de ce qui se passe en République centrafricaine aussi, de ce qui se passe en Guinée juste à côté. Vous allez voir que toute la côte, au fait, autour du Niger, c'est 3 pays, la Guinée, le Burkina et un autre pays. C'est-à-dire que vous dites le Mali, voilà, avec Assimi Goïta. Vous voyez que c'est tout un bloc qui est en train de se former de ce côté-là, et c'est pour ça que bon nombre d'observateurs vont véritablement trouver que la Russie n'est pas étrangère à tout ce qui est en train de se passer. Le fait est que le cas du Niger me semble un peu complexe, parce que le président Bazoum était élu il n'y a pas très longtemps, et de mon point de vue, il était en train de mener le pays sous une sorte de gestion plutôt calme, parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de grogne sociale assez importante au Niger. Donc, c'est un pays très pauvre. C'est un pays pauvre, mais qui est riche, hein, bien évidemment, qui est riche. C'est pas pour en uranium. Et c'est pas pour rien que la France va mettre beaucoup d'énergie pour récupérer l'impérium, entre guillemets, pour récupérer un peu la mainmise, ou pour réavoir la mainmise. Mais je pense véritablement que le cas du Niger me semble un peu complexe. Mais votre question, c'est tout le problème. Le problème, il faut le voir de manière globale. Il ne faut pas penser que c'est un cas isolé. Parce que l'Afrique, elle est en train de vouloir s'émanciper contre les Occidentaux. En tout cas, certains pays, certains peuples veulent s'émanciper. Mais en utilisant le moyen, de mon point de vue, ce n'est pas le moyen parfait. C'est pas le moyen parfait. Le chef d'État, pas le chef d'État, il est peut-être le chef de la junte, M. Tchani, le général Tchani. Oui. Il était chef d'état-major avec l'ancien président Mamadou Issoufou. Il est le chef d'état-major aujourd'hui. Il pouvait rester en fonction. Il est resté en fonction pendant longtemps. Je ne pense pas, je ne pense véritablement. Chef de la garde républicaine, justement. Oui, de la garde républicaine. Je ne pense pas qu'il ait voulu sauver sa peau. Je pense qu'il est simplement complice ou qu'il est de mèche avec un projet qui est plus grand que lui. Et je pense que le projet, il va au niveau. Qui est en train de se réaliser dans le Sahel. Petit à petit. Et l'objectif, c'est que la Russie va véritablement marquer sa présence. On va peut-être en parler, mais en vrai, c'est une révolte contre la France, contre les Occidentaux, mais quelque part, c'est un peu déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Parce qu'après, nous sommes en train d'aller vers... la Russie, c'est pas un impérialiste comme les autres, mais c'est quand même un pays qui voit aussi ses intérêts. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Est-ce que la Russie va garantir les intérêts de l'Afrique comme nous l'imaginons? Parce qu'il faut à un moment sortir du rêve, il ne faut pas rêver que la Russie va nous donner, je sais pas, je parle de nous, l'Afrique va nous donner des choses comme ça, comme sur un plateau d'or. Je pense qu'il faut véritablement réfléchir sur ces questions-là. Alors, Aimé Bokassa, on s'émancipe de la France, mais pour aller où? Eh bien, écoutez, juste pour compléter ce que le confrère Mbouyi a dit sur le Niger, vous constaterez qu'aujourd'hui, les soutiens populaires que la situation au Niger est en train de prendre, et même tous les Africains qui aujourd'hui sont en train de soutenir ou semblent soutenir ce qui se passe au Niger, c'est toujours en contestation par rapport à l'impérialisme occidental. Donc vous remarquerez que la presse occidentale est en train de faire du forcing pour qu'il y ait intervention militaire, intervention armée au Niger. Donc ils ont porté cette affaire-là comme si c'était une affaire occidentale. Non, c'est une affaire africaine qui doit être résolue par les Africains. Ouais, mais justement, c'est résolu par les Africains. Le Nigeria est au devant de la scène plutôt, avec la Côte d'Ivoire aussi. Maintenant, avec l'insistance des Américains et des Français, ça donne comme impression que c'est la communauté internationale. Ils sont en train de vouloir régler cette affaire-là par les truchements de la CEDEAO. Et ça, les Africains ne sont pas d'accord. Les Africains veulent que ce qui regarde, ce qui concerne l'Afrique, soit résolu par les Africains. Et nous en sommes capables. Donc ça, c'était juste pour compléter ce que le camarade a dit.
Maintenant, est-ce qu'il y a une mainmise de la Russie là derrière? On ne pourra pas dire non, mais on ne pourra pas non plus dire oui. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cette logique-là de pouvoir vous affranchir, et vous regardez ce que la communauté internationale est en train de faire en Ukraine, tous les soutiens que la communauté apporte à l'Ukraine, de manière aveugle, ces gens-là, ils sont en train d'appauvrir même leur population, les Occidentaux, pour soutenir l'Ukraine, cet engouement, cette détermination-là. Et ben, on s'est dit que il est temps absolument qu'on puisse vraiment en découdre avec ces gens-là. Et ben, donc on soutient ce qui est en train de se passer. Alors, je ne dis pas que c'est bien les coups d'État, c'est pas la voie appropriée à suivre. Mais écoutez, lorsqu'on n'a plus d'autre choix, eh bien, on fait ce qu'on doit faire. Alors, les menaces de la CEDEAO ne sont-elles pas légitimes? Parce qu'on sait très bien que jusqu'à aujourd'hui, depuis le 26 juillet, le président Bazoum est en quelque sorte séquestré dans le palais présidentiel. C'est tout à fait normal qu'il revendique au moins sa libération et qu'il veuille notamment intervenir militairement. Non, écoutez, vous savez, cette région du Sahel... Oui, il faut voir autre chose. Cette région du Sahel... Oui. Est sérieusement déstabilisé depuis que les Occidentaux sont allés mettre le bordel en Libye. Ça a déstabilisé complètement cette région-là jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez que aller maintenant faire la guerre au Niger, c'est que ça va encore entraîner comme déstabilisation. Cette région-là, ça risque de s'embraser totalement. Et qui vont en pâtir? Eh bien, ça ne sera pas les Occidentaux, ça sera encore nos frères africains. Et pas un seul pays, mais c'est toute cette bande-là qui sera complètement déstabilisée. Vous imaginez, comprenez que ce n'est pas un seul pays dont on parle des 4 ou 5 pays qui vont aller attaquer un autre pays. Ces pays-là aussi sera soutenu par 4 ou 5 autres pays. Mais écoutez, ça c'est une affaire africaine. On doit la résoudre à notre manière. Et je pense qu'on doit accorder la chance à la diplomatie. Vous voyez, les Occidentaux, ils ne veulent pas parler de la diplomatie en Ukraine. Ils parlent que d'aller fournir des armes, pas jamais de paix, pas de démocratie, pas de diplomatie. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire aussi avec le cas du Niger. Ils poussent pour que la CEDEAO attaque, ils poussent pour que la guerre commence. Alors qu'il y a de notables africains qui sont là, des religieux, de chefs des clans et tout ça, qui s'impliquent pour que cette affaire-là ne puisse pas arriver aux armes. Donc, accordons la chance à cette médiation-là de nos sages, de nos petits rois, de nos chefs de clans, qui sont en train de s'impliquer pour trouver une solution à cette crise nigérienne. Mais on doit absolument tout faire pour ne pas permettre à ce que les Occidentaux viennent encore nous déstabiliser comme ils veulent le faire. Justement. Alors, on est rejoint par Olivier Sambaye, philosophe, axiologue. Merci beaucoup d'être là aussi, Olivier Sambaye. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci. Je vous prends directement avec une question. Vous maîtrisez très bien la situation, la crise au Niger. Est-ce que, d'après vous, c'est un signe de l'avènement d'un monde multipolaire? Si oui, par quel mécanisme ou moyen ce monde arrivera-t-il? Bon, je vais analyser les faits, mais autrement, Ouais. avec une autre façon d'analyser. Parce que ce que je veux présenter d'entrée de jeu, c'est qu'il y a 2 façons que la politique se présente. Ouais. Il y a la façon ésotérique et la façon exotérique. La façon exotérique, c'est la situation qu'on peut décrire, la situation qu'on peut analyser, les faits tels qu'ils se présentent. Ouais. Ça, c'est ce qui est mis à la disposition du public. Alors, il y a une autre façon, la façon ésotérique. Caché un peu. Cachée. Donc, vous ne savez pas exactement ce qui est décidé par les superpuissances, entre guillemets, qui guident l'action, qui donnent des ordres. Mais vous verrez juste les actions. Alors, si nous analysons de façon exotérique, nous allons condamner les coups d'État. Parce que nous assistons à une série de coups d'État, État par État. Nous allons condamner pour dire que non, ce n'est pas une bonne façon de faire, ce n'est pas démocratique, c'est anti-civique, c'est incivique. On va attribuer toutes sortes de qualifications à ces genres d'actions. Mais de façon ésotérique, si on analyse, nous allons peut-être émettre un autre jugement pour dire que voilà, les Occidentaux veulent s'accaparer du sol africain pendant
plus de 63 ans, que les États africains sont indépendants, mais vous allez comprendre que cette indépendance est des facettes, parce que les dessous des cartes montrent que nous ne sommes pas encore indépendants. Ils sont très forts en manipulation des concepts pour dominer toujours la population africaine. Ils ont parlé il y a quelques décennies de la mondialisation, alors que c'était une autre façon de mater les nations africaines. Ils ont parlé des démocraties vers les années 90 au début. C'était une autre façon de coloniser les Africains. Donc du coup, ce qui se passe au Niger, il faut analyser deux facettes. Donc si on prend les côtés ésotériques de la politique, nous allons appuyer ce qui se passe parce que ceux qui se maintiennent au pouvoir, ils cherchent juste à satisfaire les intérêts des Occidentaux. Donc ils font la politique pour eux-mêmes et non pour la population. Parce que je rejoins, quand même on parle du Niger, mais j'ai beaucoup apprécié ce que Ibrahim Traoré a déclaré récemment quand la France a annoncé la suspension de l'aide. Il a été clair pour dire 63 ans, l'aide n'a pas aidé à développer. Mais comment est-ce qu'on pourrait réclamer encore cette aide quand même que 63 ans, ça n'a pas aidé à développer? Donc on va se mettre au travail pour qu'on soit nous-mêmes, qu'on se prenne en charge. Donc il y a une façon de comprendre les choses sous des angles pour comprendre que ce qui se passe, c'est un nouveau vent au sein des nations africaines qui ne veulent plus être sous les jougs de l'impérialisme occidental, mais ils sont en quête d'une certaine liberté. Fort malheureusement, jusqu'alors, ce n'est pas encore bien cadré. Parce que comme il venait de le dire tout à l'heure, il faut qu'on fasse... Monsieur Meboukassa qui venait de le dire, il faut qu'on fasse la fédération des forces. Il y a la force scientifique surtout, parce que je martèle sur ça, la force scientifique, il y a la force spirituelle. Nos sages, les chefs, parce que les pouvoirs coutumiers dans tous les États africains, on reconnaît les pouvoirs coutumiers, on reconnaît les ancêtres. Qu'on fasse la fédération de toutes ces forces pour réfléchir de par nous-mêmes, définir ce que nous voulons être par nous-mêmes et poser des conditions pour qu'on s'affirme dans les concerts des nations. Ce n'est pas s'affranchir de la France ou des Occidentaux pour aller s'aligner derrière la Russie, par exemple. Bon, de façon ésotérique, oui. Parce que nous ne saurons pas les prouver, mais quand on analyse de façon approfondie, on va voir la Russie derrière. Ça, c'est une évidence, parce que la Russie voudrait à ce que le monde occidental soit complètement anéanti. Mais pour ce faire, il y a une autre façon d'attaquer l'Occident, c'est-à-dire faire en sorte que les États africains se désolidarisent davantage de la France. Et du coup, les États occidentaux ne vont pas trouver encore leur force et puis ils vont s'affaiblir. C'est ça la stratégie que joue la Russie, mais en analysant un tout petit peu, vous voyez que c'est un tout petit peu, bon, parce que ce n'est qu'au début, que ça paye un peu du fait que la France continue toujours à réclamer, continue à s'affaiblir, État par État. On rejette l'hégémonie française, ce qui permet peut-être à la Russie de voir que sa carte est en train de payer. Alors, chercher à se détacher du monde occidental pour s'allier à la Russie, personnellement, je trouve cette démarche moins aisée. Il faut qu'on s'ouvre aux puissances mondiales, demander de l'expertise pour avancer. Justement, c'est ça ce monde multipolaire. Est-ce que sur la carte, comment ce sera quel monde en fait? Il faut redéfinir les relations, oui. Non seulement avec la France, parce que qui sait ce que la Russie va faire? Peut-être que la Russie cherche à récupérer tous les continents africains pour affirmer sa puissance. Parce que ce n'est pas pour rien que la Russie recourt vers l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux continuent toujours à chercher à s'accaparer de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que la Chine, il y a aussi Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique, etc., États-Unis-Afrique, tout le monde recourt à l'Afrique. Mais l'Africain reste comme ça et veut à ce qu'il soit toujours brimé, qu'il soit toujours maté. Mais jusqu'à quand il y aura l'éveil africain pour qu'on puisse nous-mêmes aussi nous affirmer, afin de définir exactement ce que nous voulons être, plutôt que les autres viennent définir notre Et Meboukassa, vous avez une réaction dessin. rapidement, là, oui, rapidement. Oui, je voulais parler de quelque chose. Rapidement. Il a touché aussi à cela. Oui. Moi, je trouve que l'impérialisme, les Occidentaux, ils continuent toujours à nous prendre pour des bébés. Hein, le paternalisme, ils continuent toujours à vouloir les manifester. Parce que les discours tels que
Les Africains cherchent à rompre avec la France pour aller s'allier avec la Russie, pour aller s'allier avec les Américains, les Chinois et tout ça. Mais nous sommes libres. Mais cette liberté-là, nous ne l'avons pas encore. Nous cherchons maintenant à vivre maintenant cette liberté-là et à l'exprimer de manière à ce que nous soyons à mesure de faire nos choix. Nous sommes souverains comme peuple africain, nous sommes souverains. Si on veut être avec les Russes, eh ben nous avons ce choix-là. Aujourd'hui, si tu veux, il y a 3-4 portes, tu prends la porte que tu veux. On ne va pas venir encore nous dire pendant plus d'un siècle. Ces gens-là nous ont dit... C'est même autour de ça que repose notre émission, l'avènement de ce monde où on a la possibilité d'aller dans un pôle, tout comme dans l'autre pôle. Mais concrètement, ce n'est pas possible. Il n'y a que les Occidentaux qui tiennent encore un tout petit peu, je dirais, en laisse plusieurs pays. Je pense que pour nous, Africains, il n'est plus question aujourd'hui de dire qu'on va aller avec... telle puissance ou telle puissance. On peut en avoir plusieurs. On peut en avoir plusieurs. Nous sommes libres. Alors, parlons de la RDC avec le point de Ben Bokassa. La RDC, que devrait être sa posture du 22 au 24 août, où se tiendra ce sommet du BRICS. Plusieurs pays ont formulé leur demande d'adhésion à cette organisation. Alors, la RDC est encore loin. On n'a pas vu d'un signe de notre côté voulant soit aller de là-bas ou pas. Que doit être notre position? Non, mais déjà, d'emblée, je remercie Télé 50 parce que je suis un peu les informations, les chaînes à gauche, à droite. C'est la chaîne que je vois en train de parler un peu de BRICS. Donc, je vous remercie pour cela. C'est à la RDC de savoir ce qu'elle veut. C'est à la RDC de savoir ce qu'elle veut. Nous devons aujourd'hui définir les intérêts de la RDC. C'est quoi les intérêts vitaux de la RDC? Et ça, c'est un travail que le gouvernant... que les politiques doivent faire. Il devait y avoir une espèce de conclave ou quelque chose comme ça, mais où le pouvoir, tous les acteurs économiques, politiques de la RDC, les philosophes, tous réunis et définissent réellement c'est quoi les intérêts vitaux de la RDC. Une fois que ces intérêts vitaux de la RDC sont définis, maintenant cela soit porté maintenant par chaque Congolais, par tous les partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que le président de la République soit en train de s'attaquer, par exemple, au Rwanda, défendre la RDC face au Rwanda, et qu'il y ait d'autres politiciens congolais et tout ça qui puissent ne pas emboîter ces pas-là. Eh bien, pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, c'est parce que les intérêts vitaux de la RDC ne sont pas réellement bien définis. Et maintenant, nous devons définir les intérêts vitaux de la RDC et c'est cela qui doit dicter la politique de la RDC de maintenant jusqu'au vers les années à venir, quoi. Et que ce soit pour aller adhérer au BRICS, pour aller adhérer à n'importe quelle autre organisation, eh bien, tout doit être dicté par nos intérêts. Là où se trouvent nos intérêts, eh bien, on y va. Si on doit adhérer à 1000 organisations à partir du moment que la RDC se retrouve, eh bien, on y va. On y va. Ben Brian Tombouyi, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui, avec cette relation privilégiée avec les Américains, par exemple, d'adhérer ou de faire une demande d'adhésion au BRICS? Mais je pense que, comme disait M. Bokassa, on a la latitude de prendre cette décision. Le fait est que la RDC ne s'est pas encore affirmée dans le concert des nations. C'est toute la vérité. Économiquement, nous sommes encore loin. Politiquement, on a encore beaucoup de problèmes à l'interne qu'il faut régler. Et ça fait que nous sommes un peu distancés par rapport aux autres. Il faut bien admettre que, par exemple, pour l'analyse que nous sommes en train de faire sur la Russie, par exemple, la Russie n'est pas encore prête à mettre toutes ses armes en Afrique parce que l'Afrique n'apporte pas encore grand-chose à la Russie. Par contre, vous verrez que la France peut mettre les paquets. Vous avez évoqué le cas de la Libye tout à l'heure. C'est parce que la France avait beaucoup d'intérêt en Libye. Ils savent par exemple que la contrepartie de la guerre qu'ils vont mener en Libye, la contrepartie peut être importante. Et la contrepartie, ça sera le pétrole par exemple. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si la RDC veut par exemple monter les enchères, il faut que nous arrivions à être forts déjà économiquement, que nous puissions proposer quelque chose, parce que vous savez que le minerai que nous produisons ici en grand nombre fuite un peu de partout, et quelquefois même le Rwanda en produit ou en exploite plus que nous. Et donc c'est un peu ça le problème. Il faut que économiquement que l'on arrive à prendre déjà une position, que l'on arrive à se définir, que les intérêts vitaux soient définis, comme disait M. Bokassa tout à l'heure, mais après nous serons à mesure de prendre notre propre destin en main, nous serons à mesure de prendre la décision qui s'impose à nous. Alors il faut quand même aussi, juste pour faire un petit bond, c'est de dire que l'Afrique reçoit certaines fois les dictats parce que, comme disait Georges Clemenceau, ancien Premier ministre de France, la liberté, c'est le droit de se discipliner soi-même pour ne pas être discipliné par autrui. Si nous n'arrivons pas nous-mêmes à respecter les règles
que nous établissons. Vous avez donné l'exemple de coups d'État institutionnels qui ont été opérés. Moi, le cas qui me revient en tête, c'est le Tchad, par exemple. Le Tchad le président Itno Déby Idriss meurt, son fils, qui était dans l'armée, le remplace sur base de rien du tout. Et le président Bazoum, qui aujourd'hui se retrouve dans le pétrin, soutenait à l'époque cette décision devant le président français qui a parrainé le jeune Déby. Et donc, il soutenait ce coup d'État-là. Aujourd'hui, il est en train de vivre un autre coup d'État sous une autre forme. On ne peut plus le soutenir. De mon point de vue, il faut que nous arrivions nous-mêmes à respecter les règles que nous établissons. S'il y a une constitution, qu'elle parle de 7 ans ou de 5 ans, qu'elle parle de 2 mandats ou pas de mandats, que l'on arrive au moins à respecter cette constitution, que les dirigeants arrivent à respecter leur peuple, et de ce point de vue, nous allons consolider une force à l'interne. Parce que ce que nous sommes en train de faire en réalité, en tant qu'Afrique, nous ne sommes pas en train de nous battre nous ne sommes pas en train de nous battre pour notre émancipation, en vrai. Nous sommes en train de nous battre pour punir la France. C'est tout le problème. Et en punissant la France, ou en se détachant des Occidentaux, nous allons vers un autre, la Russie, qui elle aussi, le moment venu, va récupérer l'Afrique, au fait, comme son butin de guerre. Sera le nouveau impérialiste peut-être. Effectivement, il va récupérer l'Afrique comme son butin de guerre, il va en faire ce qu'il veut. Il faut que nous arrivions à nous battre. C'est un peu comme ce que font les Occidentaux. On n'agit pas un peu selon la théorie du ressentiment. C'est tout le problème. C'est comme les Occidentaux, ils ne se battent pas pour soutenir l'Ukraine. Ils se battent contre la Russie. C'est parce que si la Russie gagnait cette guerre-là, elle va prendre une certaine dimension et il faut se battre contre la Russie. Le problème, ils n'ont pas un amour particulier envers l'Ukraine, c'est juste qu'il faut combattre la Russie et tous les moyens sont bons. Et nous n'avons pas ici à combattre les Occidentaux comme si c'était des ennemis acharnés. Et vous le dites très bien dans votre conclusion, il faut que nous soyons en mesure de choisir nos partenaires selon le cas. Je disais, je crois dans une émission ici avec Gaëtan, que par exemple la Chine et les États-Unis qui se disputent au fait le marché mondial, la suprématie sur le monde, ces deux grandes nations, les deux sont de partenaires l'un pour l'autre, les principaux partenaires commerciaux l'un pour l'autre. C'est-à-dire que le premier partenaire commercial de la Chine, c'est les États-Unis et vice-versa. Alors que sur le plan de l'armement, par exemple, ils sont dans une concurrence qui atteint des proportions assez incontrôlées. Donc il faut que l'Afrique, comme vous le disiez si bien, que nous soyons en mesure de choisir. Le BRICS, par exemple, déjà économiquement, il faut qu'on arrive à entrer dans l'arène, c'est-à-dire que nous ayons une économie qui nous permette de rentrer dans l'arène, et à partir de ce moment-là que nous choisissons qui est notre partenaire commercial, qui est notre partenaire en armement, par exemple, un peu comme ce que fait la Turquie en ce moment. S'il faut attendre que économiquement nous soyons stables, ça prendra du temps. Pourtant, potentiellement, on a beaucoup à offrir, non ? Je ne pense pas. Ça prendra du temps, mais moi j'ai l'exemple un peu de ce qu'on appelle le pays qu'on appelle les tigres. Vous voyez, ce pays qui, en moins de 20 ans, prenant le minimum de 20 ans, ils ont fait un grand bond économique. Nous pouvons le faire, mais en attendant, il faut que l'on fasse aussi des choix efficients. Le choix efficient, c'est de dire, pour l'instant, notre plus grand partenaire économique, c'est la Chine. Nous allons vers la Chine et nous avons un partenariat gagnant-gagnant. Et d'un autre côté, notre plus grand partenaire peut être en armes, ça peut être la Russie. Il faut qu'on arrive à faire ce choix-là en attendant que l'on soit économiquement très fort. Olivier Sambaï, philosophe, pourquoi aujourd'hui, ou de nos jours, la Russie attire autant ? Pourtant, économiquement, je dirais, même culturellement, le monde africain a peu à voir avec les Russes. Notre culture est fortement influencée par la culture occidentale, et même spirituellement, c'est l'orthodoxie là-bas. Ici, soit les musulmans, soit les chrétiens catholiques. Pourquoi ça attire aujourd'hui ? Pourquoi ça a les vents en poupe ? Bon, la Russie aura raison d'avoir les vents en poupe simplement parce que l'Africain parvient à faire une analyse approfondie des relations entre l'Africain et l'Occidental. Oui. L'échec est cuisant. Il est vraiment patent. Ce qui fait que l'Africain s'est dit, tiens, je ne peux plus continuer avec ces partenaires qui me poignardent dans les dos, qui feignent de m'aider, de me soutenir, alors qu'en principe, il veut à tout prix me voir m'appauvrir davantage. C'est une analyse approfondie que fait l'Africain qui lui permet de prendre une certaine décision, de changer de partenaire. Ça, en tout cas, c'est ce qui apparaît, et ça paraît aussi logique parce que les cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, vous savez, 75 ans durant, la Belgique a colonisé les Congos. Nous sommes État indépendant, disons, Congo belge en 1908, jusqu'en 1960, État indépendant du Congo, de 1985 à 1908. Vous allez comprendre que 75 ans durant, les Congos étaient colonisés.
Depuis qu'on est indépendant, ça fait 63 ans. Si vous faites la sommation, c'est plus d'un siècle que nous sommes en partenariat avec les Occidentaux. Mais quel est l'apport des Occidentaux dans le développement, dans la survie même des États africains? Et l'Africain, en analysant de façon approfondie, en tant qu'intellectuel aussi avisé, il va se dire, tiens, il ne nous aide pas, mais par contre, il nous approvise. C'est ainsi que lorsqu'un autre partenaire se présente avec un autre discours qui manifeste la volonté de vouloir aider, mais si on analyse de façon approfondie, le discours de la Russie n'est pas différent du discours occidental d'il y a 5 décennies passées. Nous allons vous aider. Il y a même des programmes mis en place d'aide. USAID, UK, vous voyez, l'Union de l'aide des United Kingdom. Okay. Vous comprenez? Donc, il y a des aides comme ça, on croit en ça, on croyait en ça, que voilà, avec cette aide, ça va nous aider à nous émanciper, à nous développer davantage. Mais force a été de constater qu'au fil du temps, ça n'a pas été le développement tant attendu. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous donner à croire que la Russie va vraiment nous aider? Alors, ce sont juste des discours. Il faut faire très attention lorsqu'on fait la politique. Le problème africain est lequel? Parce qu'il faut qu'on touche la racine du problème. N'analysons pas seulement les branches. Les branches, on peut couper, ça va pousser. Mais il faut toucher la racine pour déraciner ce qui apparaît comme écueil, comme problème. Le problème africain, c'est un problème purement subjectif. C'est le subjectivisme qui domine sur l'objectivité. C'est le ressentiment, alors, c'est ça? Ça rejoint. Une petite haine, vengeance, non? Sédar Senghor, l'émotion est nègre, comme la raison est hélène. Il ne s'était pas trompé lorsque, quelques décennies après, on constate la gestion même de la chose publique des États africains. On se rend compte que c'est le subjectivisme, la subjectivité qui prévaut surtout. C'est-à-dire les dirigeants politiques africains travaillent pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la population. Et lorsqu'ils accèdent à la gestion de la chose publique, ils versent dans la morale politique, je ne cesse de revenir sur ça, la morale politique qui consiste à valider les antivaleurs. La corruption devient un mode de vie, le détournement devient un mode de vie, la concussion devient un mode de vie, et du coup, on oublie la population, du coup, on oublie la raison, du coup, on est émotif. Et lorsqu'on est émotif, on ne saura pas produire des raisonnements logiquement corrects pour guider la nation. Combien d'États africains aujourd'hui sont à même de nous présenter les centres nationaux de réflexion scientifique? Parce que ce sont des états d'âme. Or, on ne gère pas l'État avec l'état d'âme, mais il faut gérer l'État avec l'âme de l'État. Alors, quelles sont les âmes des États africains? C'est justement ça le problème. Ce sont des états d'âme subjectifs qui gèrent les États, alors qu'on devait avoir les âmes des États. Les âmes des États ou l'âme d'un État se trouve où? Se trouve dans les milieux purement scientifiques. Le monde occidental dont on admire la beauté scientifique, architecturale, économique aujourd'hui, s'est appuyé sur la science, point barre. Il y a Prigogine, un grand penseur russe. Prigogine. Il y a Prigogine, mais c'est un grand penseur russe. Okay, je pensais que vous parliez d'Evgeny Prigogine. Non, je parle d'un physicien justement. Qui s'adonnait aussi trop à la philosophie. Un ouvrage très intéressant intitulé La Nouvelle Alliance. Le sous-titre est encore plus intéressant, La métamorphose de la science. Vous savez, ça a contribué à ce que la Russie est aujourd'hui. L'ouvrage est publié en 1986, mais à voir l'évolution et l'impact de cet ouvrage-là dans la société russe, ça a permis à ce que les Russes se sont appropriés la connaissance scientifique et ils se sont comparés au monde occidental pour avancer, pour évoluer. Mais en Afrique, nous avons les seuls domaines où l'on peut se mesurer à l'irréductibilité occidentale, c'est les domaines scientifiques. Cheikh Anta Diop nous a laissé un testament. Armez-vous de la science jusqu'aux dents. Et le monde occidental ne saura pas prendre de l'ascendance sur nous. Qu'est-ce qui fait que Cheikh Anta Diop soit reconnu mondialement comme savant? Parce qu'il s'est adonné à la science et a fait en sorte que cette science-là soit au service de la nation. C'est ce qui doit constituer les combats africains. Qu'on soit en mesure de nous ouvrir la science, parce que la science, elle est universelle. La science est la formalisation de la réalité. Or, la réalité est réelle et elle est présente partout.
et le Congo étant l'un des éléments parmi les réels, il faut qu'il soit aussi formalisé dans sa gestion en faisant en sorte qu'il y ait vraiment une alliance entre la science et la politique. Formalisement, ce n'est pas le cas. Voilà ce que cher ami a dit. On ne sait même pas respecter nos lois. Simplement parce que ce sont des états d'âme qui gèrent. Si on avait l'âme de l'État, on dirait, voilà, la Constitution est établie, on la respecte comme telle. Lorsque déjà les prétendus partenaires ne nous voient pas respecter nos propres textes, comment ils vont nous prendre au sérieux? Et Boukassa, j'aurais bien aimé que ce soit la Chine qui nous intéresse plus, parce qu'il y a beaucoup d'investissements chinois sur le continent africain. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la Russie. Comment comprendre cela? Non, écoutez, qui parle beaucoup trop de la Russie? C'est de l'Afrique au Sahel, principalement. Oui, mais qui nous parle beaucoup plus de la Russie? Évidemment, c'est toujours les Occidentaux. Ok. Ah ouais. La Russie, c'est un danger pour les Occidentaux, c'est un danger pour eux. Mais ce qui est dangereux pour eux, ça ne doit pas forcément être un danger pour nous. Mandela l'a dit. Hein? Il l'a dit face à George Bush. Il lui a dit, mais vous les Américains, vous les Occidentaux, vous avez cette fâcheuse tendance à croire que vos ennemis doivent nécessairement aussi être nos ennemis. Non! Vos ennemis, ce sont vos ennemis. Vous avez fait des choses, vous avez détruit ce monde depuis plus de 300 ans. Hein? Mais vos ennemis, ce sont vos ennemis. Quand l'Afrique du Sud souffrait, quand l'Afrique souffrait, eh ben, ce sont ces Russes-là, hein, l'Union soviétique, qui étaient là pour aider l'Afrique à s'affranchir de la colonisation. Donc ça, on ne doit pas oublier. Les Russes ne sont pas en train de venir en Afrique. Ils y étaient déjà depuis très très longtemps. Mais après, à la dissolution de l'Union soviétique, l'économie russe a connu ce qu'elle a connu. L'Union soviétique a connu ce qu'elle a connu. Et ils ont eu un leadership clairvoyant avec Poutine qui a rebâti la Russie. Et donc, elle est en train de faire ce que tout le monde cherche à faire en tant qu'État. Les États cherchent leurs intérêts. Et la Russie, elle vient en Afrique pour aussi ses intérêts. Mais c'est à nous, les Africains, de savoir définir nos intérêts et d'aller avec qui... Justement, selon Olivier Sambaï, la priorité pour les Africains devrait être de se former, de se préparer à ce nouveau monde, plutôt que de vouloir se venger. Justement, j'allais en arriver. Okay. La dernière fois quand j'étais là, je crois avoir parlé dans le sens que nous devrions commencer à réfléchir dans ces pays. Hein, pour nous, les Congolais, hein, pour sortir maintenant de manière particulière, l'Afrique en général, mais de manière particulière, nous devons commencer à réfléchir dans ces pays. On ne réfléchit pas dans ces pays. Hein. Tout est calé sur la politique. Les scientifiques, c'est comme si, même les scientifiques, ils sont tous entrés dans la politique. Et donc, c'est un manque énorme pour notre pays. On doit commencer à réfléchir dans ces pays. Et ça, c'est l'appel que moi j'ai lancé aux autorités, aux chefs de l'État. S'il y a un des meilleurs héritages qui peut léguer à cette jeunesse africaine et pour les futures générations, c'est de créer ces cadres-là où les scientifiques sont restaurés, où les penseurs sont restaurés, où les philosophes sont restaurés. Moi, je suis en admiration quand j'écoute Olivier Sambaï. Olivier parler de manière philosophique. Je me dis, on doit restaurer tout ça. Hein? On doit restaurer tout ça. On doit pas. C'est vrai, la politique domine toujours beaucoup trop de choses, mais on ne doit pas oublier quand même ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on doit avoir maintenant un pays où il y a des penseurs, des gens qui réfléchissent sur ce qui est bien pour notre pays. Pour revenir à la question de BRICS, on n'est pas une nation économiquement forte. Oui. Et vous avez parlé du fait que vous êtes intervenu pour dire, mais on a quand même beaucoup de potentiel. Oui. Effectivement, maintenant, si on avait cette commission-là, des penseurs, des scientifiques qui réfléchissent, ils pouvaient bien réfléchir à ça. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec juste le potentiel que nous avons là. Je peux vous donner quelques exemples. Vous savez, nous sommes l'espoir pour la survie de l'humanité en termes climatiques. Hein? Le monde aujourd'hui est en train de souffrir les grands risques, et c'est les risques du changement climatique. Avec le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, c'est la solution à cela. Mais c'est un atout majeur qu'on peut mettre en valeur pour aller négocier avec les BRICS. Nous avons 9 voisins, ces pays, la RDC a 9 voisins. Nous-mêmes, nous sommes 120 millions d'habitants. Lorsque nous prenons maintenant tous les habitants dans les 9 pays qui sont tout autour de nous, ça nous fait un marché. Ça fait un marché de plus ou moins 300 millions d'habitants. Et pour tout investisseur,
tout investisseur au travers le monde. Mais c'est un atout majeur. Mais capitalisons cela, on peut capitaliser sur cela pour aller négocier avec les BRICS. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique avec les batteries et toutes ces choses-là. Mais une bonne partie des matières stratégiques qui seront nécessaires pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, ça se retrouve chez nous ici au Congo. Mais capitalisons cela, utilisons cela pour aller négocier avec les BRICS. Donc il y a des choses que nous pouvons faire sans pour autant être une économie florissante. Mais déjà avec les potentiels que nous avons là, on peut bien fignoler des stratégies et aller négocier avec les BRICS et nous retrouver là. Parce qu'aujourd'hui, il est question que la RDC commence à se retrouver là où les grandes décisions politiques, économiques du monde sont en train d'être prises. Que la RDC se retrouve. Et c'est comme ça que demain, on se retrouve avec un pays meilleur qu'on pourra léguer aux enfants. Ben Bryant-Mbouyi, je repose encore cette question une nouvelle fois. Est-ce que la politique extérieure que mène Tshisekedi actuellement nous prépare justement à nous positionner dans ce nouveau monde qui se dessine, ou c'est la politique intérieure qui a une certaine primauté et nous empêche de voir la réalité à l'extérieur? Mais pour répondre de manière directe à cette question, je dirais que depuis que le président Tshisekedi est aux affaires, on le voit un peu plus ouvert sur le monde. On l'a vu faire du pèlerinage un peu partout. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Chine. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on le fait, en fait? Oui, mais le problème, c'est que nous sommes où? Où est-ce que nous sommes positionnés? Je pense que lorsqu'on évoque les questions philosophiques, ici, on devrait commencer par là. Où est-ce que nous sommes en réalité? Là, pour l'instant, le Congo se situe où exactement? En tout cas, dans le concert des nations, on est où? Qu'est-ce que l'on représente dans le concert des nations? Nous sommes, entre guillemets, un pays à bâtir ou à rebâtir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut repartir des zéros, il faut repartir de la jeunesse de ce pays. Et donc, je me dis, je ne sais pas si j'étais à la place de Tshisekedi, ce que moi j'aurais fait, parce qu'on commence par quoi exactement? D'abord, il faut commencer par repérer où nous nous trouvons. Par réfléchir, oui. Par réfléchir, il faut que nous nous retrouvons. Et je pense que le périple qu'il a pris, je veux dire, le bâton de pèlerin qu'il prend, qu'il a mené en Turquie, en Chine, un peu partout, je me dis que c'est peut-être le moyen, c'est peut-être la voie, c'est peut-être de cette manière-là que nous allons découvrir c'est qui notre véritable ami en termes d'intérêt d'État, comme vous dites. C'est qui le partenaire le plus fiable, vers qui nous devons nous tourner. Je l'ai vu en Allemagne, je l'ai vu en France, je l'ai vu un peu partout. Voilà, le dernier voyage en Chine a été porteur d'espoir. Alors attendons voir un peu ce que ça va donner et espérons que, je pense que c'est très important que l'on se rende compte d'abord que si nous n'arrivons pas à régler le gros de problèmes que nous avons à l'interne, nous ne pouvons pas nous affirmer au niveau international. Et ça, c'est très important parce que nous sommes un pays fragilisé. C'est un géant au pied d'argile, tout le monde le sait. Et de cette manière-là, on ne peut pas, nos partenaires ne Mais on est fragilisé par l'extérieur aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut choisir le partenaire fiable. Vous posez la question pourquoi on parle plus de la Russie que de la Chine. Parce que la Russie est un partenaire stratégique et il est plutôt sécuritaire. Regardez les partenariats avec la Russie, ça porte plus sur les armes, un tout petit peu, ils peuvent nous vendre un peu l'illusion de l'agriculture, mais ça se limite généralement à ça. Avec tous les pays africains, c'est plutôt sécuritaire, c'est plutôt les armes, plutôt je vais vous aider avec mais la Chine, c'est plutôt investissement économique. C'est plutôt l'économie qui est mise en avant. Et maintenant, il se fait qu'actuellement, les enjeux de beaucoup de pays africains, c'est plus la sécurité. C'est l'enjeu actuel, vous savez, nous, RDC, agressés depuis 2 années par le Rwanda à côté, l'enjeu c'est aussi la sécurité. Et donc quelquefois... Oui, avec le djihadisme, Al-Qaïda et ses ramifications. C'est tout le problème. C'est pour ça que, vu que l'enjeu actuel c'est beaucoup plus la sécurité, les gens mettent un peu un regard particulier sur la Russie, mais en réalité il y a beaucoup de partenariats. Il y aura bientôt un centre commercial qui est sorti des terres ici, centre commercial, centre financier. Le centre financier qui est sorti des terres avec un partenariat assez efficace de la Turquie. On n'en parle pas assez. Parce que ça ne parle pas des armes. Si ça parlait des armes, vous verrez les Occidentaux se lever pour crier un peu sur tout le toit. Moi, je pense que on parle d'un monde multilatéral. Il faut qu'on arrive à bénéficier de ce multilatéralisme-là. Est-ce que la Belgique peut nous aider? Dans quel domaine? On prend. Est-ce que les États-Unis peuvent nous aider? Dans quel domaine? On prend. Est-ce que la Chine peut nous aider? Dans quel domaine? On prend. Est-ce que le BRICS peut nous aider? Dans quel domaine? On prend. C'est comme ça que l'on arrive au fait à tirer un peu tous les avantages de ce que nous... Parce que la RDC, qu'on se le dise, c'est la poule aux œufs d'or. Aux œufs d'or, j'allais dire. Nous avons les œufs d'or et tout le monde vient pour puiser chez nous. Et donc, nous devons en retour bénéficier de cette attraction que le sous-sol congolais a sur le monde. Et je pense que c'est important de ne pas se
de ne pas se positionner, hein, si vous voulez. Moi, c'est mon point de vue. Je choisirais bien de rester multilatéral. C'est-à-dire que de prendre tous les partenariats qui sont efficaces. Et ça fait partie de la réflexion de philosophes comme Olivier. Ça fait partie de... Voilà, qu'on réfléchisse, qu'on s'identifie, qu'on se positionne et que l'on sache où est-ce que nous pouvons tirer de bénéfices de part et d'autre. Moi, je pense qu'un grand pays comme la RDC, nous ne pouvons pas être soit dans le bloc occidental, soit dans le bloc oriental. On ne peut pas. Nous devons rester là où on nous cherche, là où on nous veut et là où nous sommes respectés et là où nous avons le plus à apporter. Je pense que c'est ce que nous avons à faire. Est-ce qu'on peut dire qu'on est revenu à ce paysage mondial-là de 2 blocs où plusieurs autres blocs peuvent se créer? Clairement, non. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut être réaliste aujourd'hui. Vous avez un peu le bloc de la Chine, la Russie qui se crée et qui ont de partenaires tacites, un peu comme la Corée du Sud, par exemple. Tous ces gens-là qui sont prêts. Lorsque véritablement ça va éclater, vous verrez qu'il y aura des gens qui vont clairement se ranger derrière la Chine, la Russie, et d'autres qui vont se ranger derrière l'OTAN, les États-Unis notamment. Mais je pense par contre qu'il y a un pays dans tout ça qui m'inspire beaucoup, c'est la Turquie, qui est géographiquement assez proche de l'Europe, ouais. mais aussi qui coopère bien avec la Russie jusque-là. La Turquie arrive et le monde très arabe bien. un peu. Oui, mais qui arrive très bien à jongler au fait entre les deux. Vous voyez qu'avec cette guerre russo-ukrainienne, la Turquie s'est très bien positionnée. Elle n'a presque pas pris position. Quelquefois, elle a joué un peu le tango avec les deux, mais vous voyez qu'ils ne se sont pas positionnés clairement. Et ils bénéficient un peu des avantages de deux bords. Nous sommes l'Afrique, nous sommes très loin de ce qui se passe en Ukraine. Nous ne pouvons pas rééditer la mauvaise expérience de 40-45, où nous sommes allés pour une guerre qui ne nous concernait pas. Nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, s'il y a une guerre qui vient toquer à nos portes, c'est à nous de nous battre en Afrique, mais nous n'irons pas nous battre pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que j'ai condamné, au fait, les États africains qui ont condamné, par une déclaration, qui ont condamné la Russie à l'époque, alors que la Russie, plusieurs fois, vote au Conseil de sécurité, vote pour la RDC, en faveur de la RDC. Justement. Alors, Olivier Sambaye, Ben Bryant a dit que le chef de l'État, tout au début, a fait un peu le tour du monde, justement, pour remettre le pays dans l'orbite mondiale, je dirais. Est-ce que c'est par là que ça devait commencer? Comme je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, c'est la subjectivité qui est dominante dans la gestion de la chose publique dans la plupart des États africains. Comment avez-vous jugé tous ces voyages? Comment vous les avez jugés? Le problème, non, ça peut se justifier parce qu'ils cherchent, c'est les managements, vous comprenez, il est comme les managers qui cherchent à attirer des investisseurs, des partenaires pour booster l'économie de son entreprise. Si je réfléchirais en management, il serait comme les patrons de l'entreprise qui cherchent à amener des partenaires pour offrir un service de qualité à la clientèle. Ça peut se justifier, aller à gauche, aller à droite, affirmer la stabilité de son État pour attirer davantage les investisseurs. Okay. Ça peut se justifier. Mais on ne doit pas beaucoup plus s'attarder là. La finalité de tout ce que l'on peut poser comme acte, c'est le développement. Mais pour mieux se développer, il vaut mieux s'ouvrir aux autres tout en restant soi-même. Nous voulons nous ouvrir aux BRICS. La Russie fait partie des BRICS et le monde occidental. Parce qu'il y a deux pôles, BRICS et puis le monde occidental, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ça forme le monde occidental. On veut s'ouvrir à eux. Mais est-ce que nous sommes d'abord pour qu'on reste soi-même? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, quel est le courant politique dominant en Afrique? Est-ce qu'on a même formalisé? C'est quoi les courants politiques? Regardons seulement nous-mêmes ici au Congo. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez les partis politiques à même idéologie, à même courant de pensée, mais qui ne marchent pas ensemble, qui s'affrontent. Comment expliquer ça? C'est quoi les courants politiques dominants? Nous n'en avons pas. On navigue à vue. Nous n'avons pas une logique prospective clairement définie. Quel est le plan du développement du Congo dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la scientifisation de l'action politique voudrait que l'on fasse une sorte d'épistémologie. L'épistémologie des affaires politiques, qui consisterait à identifier les problèmes, définir les méthodes et techniques pour atteindre les objectifs.
quels sont les problèmes congolais, les problèmes africains, et sur base de quoi on travaille pour qu'on atteigne les objectifs qui seraient le développement intégral et durable. Nous n'avons pas de courants politiques clairement définis. On ne sait pas. C'est le socialisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le libéralisme, on ne sait pas. À telle enseigne que nous avons et les républicains et les démocrates à la manière américaine qui cohabitent, qui se retrouvent dans sorte de groupement politique. Vous comprenez? Donc on fait la politique pour soi, parce que nous n'avons pas la formalisation de la pensée. Quel est le courant de pensée économique qui domine au Congo et dans tous les pays africains? Nous n'avons pas. On est communiste? Quoi? On est capitaliste? On ne sait pas comprendre. Nous naviguons à vue. Un bateau qui navigue sans savoir exactement la destination. C'est ça le problème. On devrait en principe formaliser la gestion de la chose publique. Donner l'État les bases solides en s'appuyant sur la connaissance scientifique. Parce que la science répond à tout problème réel, visible, palpable. Quelle trouve science? ses solutions La science importée, la science qui vient de l'Occident. Non. La science ne vient pas de l'Occident. La science, elle est universelle. Les mathématiques, vous ne direz pas que ça vient de l'Occident. La mathématique, d'ailleurs, pour dire que la science est universelle, aux origines des connaissances scientifiques, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, là, elle est pharaonique et elle est noire. Théophile Obenga l'a démontré. Cheikh Anta Diop l'a démontré. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait le contredire. Alors, ne disons pas la science occidentale, non. La science, elle est universelle. Ouvrons-nous à la science, formalisons la gestion de la chose publique en dotant des bases solides pour l'agir politique efficace. Je vous remercie vous tous en tout cas pour cet échange. Je l'avais voulu en tout cas libre et clair, élégant. C'était le cas. Merci Aimé Boukassa, analyste politique, d'avoir participé à cet échange en tout cas. Merci. Merci à vous également, Olivier Sambaï, philosophe, coordonnateur du cercle axiologique en RDC. Merci beaucoup. Et finalement, je termine par vous, Ben Bryant Tombouyi, libre penseur, politicien aussi, analyste politique. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro. Peut-être c'est les débuts d'un nouveau format au cours duquel nous échangerons des questions qui touchent à la politique africaine, voire mondiale. On ne sait pas, peut-être. Voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve soit dans version croisée ou dans d'autres émissions.